Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. À la une de l'actualité à 15h30, ce samedi marque le premier jour de transfert de patients positifs au Covid d'Île-de-France vers des hôpitaux des Pays de la Loire. Un patient de l'hôpital Georges Pompidou à Paris a notamment été porté vers Angers. Vous voyez ces images exclusives de VFM TV. 3 autres évacuations auront lieu également demain, dont 2 vers la Nouvelle-Aquitaine. Ces évacuations seront-elles suffisantes pour ne pas reconfiner l'Île-de-France? L'exécutif n'exclut pas des mesures plus restrictives face à la situation de plus en plus tendue. Nous verrons ça et nous en parlerons dans un instant avec Anne Soradu. Et puis 3e week-end de confinement dans les Alpes-Maritimes où la mesure a été prolongée aux grandes dames de nombreux élus locaux qui objectent une amélioration de la situation sanitaire. Quant aux habitants du département lassés par les restrictions, ils dénoncent un 2 poids 2 mesures vis-à-vis notamment de l'Île-de-France. Priorité au direct avec ces images, vous voyez, de Jean Castex qui, après avoir visité un centre de vaccination de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, il y a encore quelques instants, vient d'arriver à son lieu de 2e visite, cette fois-ci toujours dans le département à Aulnay-sous-Bois, dans une clinique privée. Le Premier ministre, donc, qui continue de démontrer l'action sur le terrain du gouvernement dans l'accélération de la vaccination avec un nouveau week-end de mobilisation massive dans ces centres de vaccination et qui, à Aulnay-sous-Bois, en plus, veut montrer l'importance d'associer à cette campagne d'accélération de la vaccination les structures privées. Voilà pour ces images donc, de la voiture de Jean Castex qui est arrivé. On le voit devant cet hôpital privé de l'Est parisien d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Il ne va pas tarder à sortir, effectivement, le Premier ministre. Il enchaîne les déplacements. Il était dans les Deux-Sèvres ce matin pour parler, bien sûr, de cette crise sanitaire, de la vaccination. Et donc, 2 séquences cet après-midi. Voilà Jean Castex qui arrive à l'hôpital privé d'Aulnay-sous-Bois. Anne Soradu-Bois, la Seine-Saint-Denis, qui, on le sait, est très touchée, très impactée. Jean Castex qui est en déplacement alors que la question d'un éventuel reconfinement de l'Île-de-France se pose de plus en plus. Bien sûr, avec cette hypothèse d'ailleurs d'un confinement dur, c'est bien l'hypothèse qui est envisagée. Les taux d'incidence sont vraiment en train de flamber en Île-de-France. On a 3 régions qui sont sous surveillance de l'exécutif, PACA et Hauts-de-France et Île-de-France. Et déjà en PACA et en Hauts-de-France, il y a des décisions qui ont été prises, des confinements le week-end. Et en ce qui concerne l'Île-de-France, on attend toujours effectivement ces décisions. Alors normalement, avant le prochain Conseil de défense qui devrait être mercredi matin prochain, on n'aura pas de décision annoncée, mais les voix sont de plus en plus fortes pour réclamer effectivement des décisions particulièrement importantes, parce que c'est vrai que Jean Castex le dit lui-même, il dit d'un côté on vaccine à tour de bras et de l'autre on a des services de réanimation qui sont en saturation, c'est le mot qu'il utilise Jean Castex. Et quand on voit les images effectivement des transferts de patients, ça devient de plus en plus difficile, même en termes de communication, de tenir la ligne d'un non-reconfinement. Parce que quand les Franciliens voient qu'effectivement les patients qui arrivent aux urgences en réanimation sont transférés dans d'autres régions, tout simplement parce qu'on n'a plus la possibilité de les prendre en charge, le fait de tenir effectivement cette hypothèse, de laisser la situation telle qu'elle est, donne l'impression qu'il y a une forme peut-être d'entêtement de l'exécutif. C'est vrai qu'il y a les questions économiques en Île-de-France, c'est un gros sujet, mais il y a effectivement cette nécessité peut-être d'arriver assez vite à des mesures beaucoup plus dures. Juste un mot, Anne, on voit que c'est un hôpital privé, l'appui du privé. Oui. Avec le public, c'est une donnée importante aussi. Oui, il y a de très nombreux médecins qui le demandent effectivement que les cliniques et les hôpitaux privés soient mis en apport, en soutien effectivement des hôpitaux publics. Ça a été très peu fait, curieusement, depuis le début de cette pandémie. Et elles sont prêtes, ces cliniques et ces hôpitaux, ils sont prêts à accueillir des patients aussi en réanimation. Dans ce déplacement, il faut voir aussi la volonté de l'exécutif d'accéder à cette demande. Plus on va monter en termes de troisième vague, on presque utilisé cette expression désormais, plus on va monter en termes de taux d'incidence et de nombre de patients en réanimation, plus effectivement il va falloir sans doute accéder à cette demande. Les services sont prêts, il y a des réanimateurs dans ces hôpitaux, dans ces cliniques, et il faut voir bien sûr dans ce déplacement la prise en compte de cette demande par l'exécutif. On a vu les transferts de patients, la campagne de vaccination qui continue de s'accélérer, tout ça pour éviter tant que possible de
de reconfiner, notamment l'Île-de-France. Et pourtant, il y a eu cette déclaration de l'eurodéputée Ilana Sicurel sur le plateau de BFM TV un peu plus tôt au sujet des écoles. On croit comprendre dans ses propos que s'il y avait un reconfinement, ce que l'exécutif n'exclut pas par principe, eh bien, les écoles pourraient rester ouverte. Oui, effectivement, et c'est même confirmé entre les lignes par le cabinet de Jean-Michel Blanquer, si confinement dur de l'Île-de-France il y a, nous ferons tout pour que les écoles restent ouvertes et même nous ne refermerons les écoles qu'en dernier recours. Ça prouve bien effectivement que non seulement cette hypothèse d'un reconfinement dur est bien à l'étude, mais même que, eh bien, on est déjà en train de réfléchir aux contours que pourrait prendre effectivement ce reconfinement dur. On sait que la poursuite des écoles ouvertes est une préoccupation très importante pour le gouvernement. On a vu les conséquences en cours de premier confinement en mars dernier, le décrochage scolaire massif, notamment en Île-de-France. Et puis aussi, si les parents sont obligés de rester chez eux pour rester travailler, effectivement, avec des enfants qui sont à domicile, c'est particulièrement compliqué. Des milliers de parents français s'en sont fait l'écho en cours du premier confinement. Si on veut effectivement qu'il y ait un confinement dur à nouveau, qu'il soit tenu, il faudra sans doute effectivement que les écoles restent ouvertes. Alors après, ça pose aussi la question des enseignants. Comment le monde enseignant peut-il prendre cette possibilité? Ça reste une possibilité, on le redit à l'heure actuelle. Rien n'est décidé. Mais on a donc un scénario qui semble se décider. C'est un reconfinement dur pour l'Île-de-France parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les réanimations sont saturées. Et donc avec les écoles ouvertes, on l'espère en tout cas. Et le gouvernement veut tout faire pour qu'effectivement elles restent ouvertes. Alors pour éviter d'en arriver au reconfinement, l'exécutif mise sur les évacuations sanitaires qui débutent ce samedi avec notamment des évacuations de patients depuis des hôpitaux franciliens, parisiens. Vous voyez cette image tout à l'heure d'un patient de l'hôpital Georges Pompidou amené jusqu'à l'hélicoptère qui le conduit dans un hôpital d'Angers. Ces évacuations, donc 3 aujourd'hui et 3 également demain, qui vont pouvoir permettre, en tout cas le gouvernement le souhaite, de désengorger les hôpitaux parisiens. Vous le savez, la situation est compliquée. Emeline Darcourt. L'hélicoptère du SAMU des Pays de la Loire embarque un patient Covid. Ce patient vient du service de réanimation de l'hôpital Pompidou à Paris. Comme lui, 2 autres malades quittent aujourd'hui l'Île-de-France. Les hôpitaux dont ils viennent sont en forte tension. À Pompidou, on a à peu près 90 patients Covid, dont à peu près 36 patients qui sont en réanimation, en soins critiques, sur normalement une réanimation normalement qui a 20 places. Donc on a élargi un petit peu, on a créé donc des soins continus, des services de réanimation. Les patients transportés aujourd'hui sont accueillis à Nantes, Angers et Le Mans et d'autres transferts se préparent. Après les Pays de la Loire, ce sera au tour de la Nouvelle-Aquitaine de prendre en charge des patients en provenance des services de réanimation d'Île-de-France. Nous nous préparons pour recevoir des patients. Ce sont des patients sous assistance ventilatoire qui sont placés dans le coma artificiel. Donc nécessairement, ce sont des procédures à risque. Néanmoins, le risque est bien maîtrisé. Les transferts de patients de services de réanimation sont toujours un moment délicat. Seuls certains d'entre eux peuvent être déplacés. Ils doivent être stables d'un point de vue ventilatoire et stables d'un point de vue cardiaque pour éviter tout problème du patient pendant le transfert. La deuxième série de critères, c'est bien sûr d'avoir le consentement et l'accord des proches. L'Île-de-France est maintenant la région de France métropolitaine où le taux d'incidence est le plus élevé et le nombre de patients en réanimation est proche d'atteindre le pic du 2e confinement. Il y avait vendredi un taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid de plus de 95%. Il y a aussi tous les patients non Covid, donc on est à plus de 100% des taux d'occupation des lits et on a fait redéploiement de personnel, la déprogrammation, on a transformé des lits de soins critiques en lits de réanimation et donc on n'a plus de marge de manœuvre. Des soignants souligne que ces transferts n'apportent qu'un soulagement temporaire. Et clairement, ce n'est pas la solution pour régler le problème de cette épidémie en Île-de-France. Un des enjeux majeurs de cette 3e vague, c'est de pouvoir accueillir les patients Covid qui en ont besoin, mais tout en assurant des soins pour les patients non Covid. Et on voit bien que probablement le système là arrive un petit peu quand même en fin de cycle. Les transferts vers la Nouvelle-Aquitaine se feront par avion. L'ARS Île-de-France envisage d'intensifier le mouvement. Au printemps dernier, des TGV médicalisés pouvaient transporter une vingtaine de patients à la fois.
Un rendez-vous à ne pas manquer demain à midi sur BFM TV. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, sera l'invité exceptionnel de BFM Politique. Va-t-on vers un nouveau confinement? Comment ralentir la circulation du virus? Comment réduire le nombre de patients en réanimation sans confiner? Peut-on accélérer le rythme de la vaccination? Qu'en est-il des espoirs avancés par l'exécutif peut-être de retrouver une vie plus normale mi-avril? Jérôme Salomon répondra à toutes les questions de Jean-Baptiste Boursier, Margot de Frouville et David Doucan. Un pays a décidé de reconfiner à partir de lundi, c'est l'Italie. Et oui, on en a rêvé il y a encore quelques temps. Les bars, les restaurants y étaient ouverts, mais l'Italie est sur le point de tout fermer avec plus de 100 000 morts du Covid depuis le début de l'épidémie et une augmentation de 15% des contaminations rien que cette dernière semaine. C'est un nouveau tour de vis qui s'engage dès lundi dans les régions les plus peuplées. Suite à l'annonce du gouvernement hier, écoles, bars et restaurants seront notamment fermés. Jordan Ray. À peine plus d'un an après le premier confinement, pour faire face à la troisième vague de contamination, la majeure partie de l'Italie va se reconfiner dès lundi. Le Premier ministre italien Mario Draghi explique cette décision. La semaine dernière, 150 000 nouvelles infections ont été enregistrées, contre 130 000 la semaine précédente, soit une augmentation de près de 15%. Au cours de ces 2 semaines, le nombre de patients en réanimation a augmenté de plus de 650. Ces données indiquent qu'il faut faire preuve d'une extrême prudence afin de limiter le nombre de décès et éviter la saturation des établissements de santé. À partir de lundi, la moitié du pays sera soumis aux restrictions les plus sévères. 10 régions italiennes enregistrent un nombre supérieur à 250 nouveaux cas par semaine. Elles passeront automatiquement en zone rouge, le niveau le plus élevé, entraînant la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, ainsi que les bars et restaurants, sauf pour la vente à emporter. Les déplacements y seront limités aux impératifs de travail et de santé et à l'achat de produits de première nécessité. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ces transferts de patients Covid qui sont organisés depuis ce matin dans la région parisienne. Évacuation de 3 patients vers des hôpitaux de l'Ouest afin de désengorger les hôpitaux franciliens. Vous voyez cette image du départ tout à l'heure par hélicoptère d'un patient de l'hôpital Pompidou à Paris qui va être accueilli à l'hôpital d'Angers. Vendredi, samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Regardez votre programme avec le drive à prix dépôt de Brico Dépôt pour réaliser tous vos travaux. Regimebox, ça marche. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. Et comme chaque personne est unique, notre programme est entièrement personnalisable. Personnalisable en fonction de vos objectifs. La durée de votre programme s'ajuste à votre objectif de perte de poids. Personnalisable en fonction de vos besoins. L'apport calorique journalier est personnalisé en fonction de votre métabolisme. Personnalisable en fonction de vos goûts. Vous choisissez vos repas parmi une cinquantaine de recettes gourmandes. Bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur votre programme. Alors si vous voulez perdre du poids, allez sur regimebox.fr, regimebox.fr. Changez de look. Passez au noir avec le Kia Sportage Hybrid Black Edition. Suréquipé à partir de 277 € par mois. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. Kia. Movement that inspires. Zoé, le véhicule électrique le plus vendu en France et en Europe. Renault Zoé,
qualité à partir de 179 € par mois avec 3 ans d'entretien et de garantie inclus. À découvrir lors du rendez-vous Renault, portes ouvertes du 11 au 15 mars. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Warhammer Mortal Realms, la collection officielle. Semaine après semaine, réalisez de magnifiques figurines grâce aux pinceaux, peintures et instructions détaillées. Et construisez votre collection Age of Sigmar. Apprenez à jouer et menez héros, tyrans, monstres et fantômes au combat. Explorez les royaumes mortels avec Warhammer Age of Sigmar. Le numéro 1, vos 13 premières figurines, 2,50 € seulement. Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix. Surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique à partir de 129 € par mois et sans aucune condition de reprise. Candice est très contente. Elle a enfin trouvé la bonne lampe scandinave pour son intérieur scandinave lui aussi. Mais là où Candice est moins contente, c'est que sa lampe se trouve à un bon 2 jours de marche de chez elle. Bon, heureusement, elle sait qu'elle peut se faire livrer et remplacer ce long voyage par 2 clics. Et ouais, Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Toyota CHR GR Sport, l'hybride remarquable. Profitez de la gamme Toyota CHR hybride à partir de 199 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Ah ouais! Il y a des enchères crève-cœur. Une Alpine! Je m'en sépare. Ah, vous êtes sûr, hein? Non? Je pense que je viendrai sûrement pas à la vente. Hein. Je peux pas. Inédit, enchères mécaniques, mardi 16 mars sur RMC Découverte, Canal 24. Il est 15h46 sur BFM TV. Voici les titres à la une de l'actualité. Ce samedi marque le premier jour des transferts de patients positifs au Covid d'Île-de-France en direction d'hôpitaux des Pays de la Loire. Un patient de l'hôpital Pompidou à Paris a notamment, vous le voyez sur ces images, été héliporté vers Angers. Image exclusive BFM TV. 3 autres évacuations auront également lieu demain, dont 2 vers la Nouvelle-Aquitaine. Ces évacuations seront-elles suffisantes pour ne pas reconfiner l'Île-de-France? Jean Castex est actuellement à l'hôpital privé d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, alors que l'exécutif n'exclut pas des mesures plus restrictives face à la situation de plus en plus tendue. 3 transferts de patients Covid d'Île-de-France en direction des Pays de Loire ont eu lieu aujourd'hui pour désengorger les services de réanimation saturés en région parisienne. D'autres évacuations auront également lieu demain, dont 2 en Nouvelle-Aquitaine. Invité de BFM TV un peu plus tôt, Olivier Serre, directeur de cabinet de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, confirme que ces 2 patients seront accueillis demain à Bordeaux. L'ARS Nouvelle-Aquitaine a accueilli depuis le début de la crise 186 patients. 2 patients ont vocation à être accueillis demain matin sur Bordeaux, dans le cadre d'évacuations que nous savons organiser désormais depuis quelques semaines, quelques mois, bientôt 1 an. Et nous projetons sur un accueil qui doit être organisé. C'est vraiment une dynamique qui a été engagée, et ce, depuis le 17 mars 2020, entre les établissements, quels qu'ils soient et où qu'ils soient dans la région. Donc l'accueil se fera, encore faut-il qu'on ait la capacité d'accueillir les patients de bonne manière et dans des conditions sécures. L'un des patients de l'hôpital Georges Pompidou à Paris a été transféré par hélicoptère à la mi-journée vers Angers. Alors comment se déroulent de telles évacuations? Écoutez les explications du docteur Rafik Masmoudi, médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Première des choses, il faut demander la permission aux familles, parce qu'on les transfère assez loin, c'est déjà difficile pour eux. Et surtout, trouver le patient le plus adapté qui peut supporter quand même un transfert et
prendre un hélicoptère jusqu'à Angers. Donc, vous savez très bien, ces patients, ils sont très instables. Et donc, le choix est toujours difficile et toujours, il faut être assez minutieux pour ne pas, parce qu'ils peuvent avoir des complications pendant le transfert. C'est pour ça, on prend les patients les plus stables possibles sur le plan ventilatoire, sur la respiration et aussi sur le plan, je dirais, hémodynamique, cardiologique. Il faut qu'il y ait des tensions qui sont stables, qui ne sont pas beaucoup de drogue, qui nécessitent le maintien de cette hémodynamique stable. Donc c'est pour ça, donc il y a une discussion autour de toutes les réanimations sur l'Île-de-France pour choisir le patient le plus adapté et au moins libérer un lit qui va être pris le plus rapidement possible parce que la situation elle est très tendue. Justement, Rafik Masmoudi, quelle est la situation au sein de votre service de réanimation à l'hôpital Pompidou ? Écoutez, à Pompidou, on a à peu près 90 patients Covid, dont à peu près 36 patients qui sont en réanimation, en soins critiques, sur normalement une réanimation normalement qui a 20 places. Donc on a élargi un petit peu, on a créé donc des soins continus, des services de réanimation. C'est automatiquement, ça veut dire qu'il faut déprogrammer. Et il faut savoir qu'on est en train de soigner les autres patients aussi, c'est ça qui nous pose problème. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre les patients Covid positifs et les autres patients qui ne sont pas Covid et qui nécessitent aussi des soins de réanimation. Et c'est tout le travail que ces cellules de crise qui sont en train de faire pour pouvoir qu'on puisse soigner tous les gens qui se présentent à l'hôpital. Le confinement partiel prolongé dans les Hauts-de-France ainsi que dans les Alpes-Maritimes pour 3 nouveaux week-ends. Sur la Côte d'Azur, la prolongation de la mesure ne satisfait pas certains élus qui objectent une baisse des taux d'incidence. Le maire de Nice, Christian Estrosi, demande notamment la réouverture de la promenade des Anglais. Et décision difficile également à accepter du côté des habitants, surtout avec le soleil qui est de sortie aujourd'hui. Joanne Rouquet est allée à leur rencontre. Il y a un sentiment d'incompréhension ici sur la Côte d'Azur. Les chiffres de l'épidémie montrent une baisse constante depuis maintenant 15 jours ici dans le département. Des chiffres qui sont tout de même toujours très hauts, 2 fois plus que la moyenne nationale. Et le confinement est donc de vigueur une 3e fois ici le week-end dans le département des Alpes-Maritimes. Des Niçois qui commencent à trouver le temps long. Ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi sont-ils encore confinés ? Pourquoi les autres ne sont pas confinés, notamment les Parisiens ? Et justement, je vous propose d'écouter quelques réactions de Niçois au micro d'Audrey Lally. Le Nord est confiné, nous sommes confinés et pas l'Île-de-France parce que apparemment c'est trop compliqué techniquement. Donc non, c'est complètement inadmissible et c'est incompréhensible pour les gens qui habitent ici, pour les gens qui habitent dans le Nord, je pense. Je vois ce qui se passe dans certains départements comme la Seine-Saint-Denis par exemple, où il y a une population assez... Et là, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas confinés, quoi. Enfin, franchement, normalement, ils devraient l'être. On trouve qu'on est quand même assez punis, enfin que c'est assez invraisemblable. Pourquoi les Hauts-de-France ne sont pas confinés et le Pas-de-Calais l'est. Je comprends tout à fait les mesures, mais ça devient effroyable. La bonne nouvelle de ce nouveau week-end de confinement, c'est l'ouverture de la promenade des Anglais. Tout d'abord le trottoir, mais également la route qui se situe juste à côté, exclusivement réservée aux piétons et aux cyclistes. Et donc les Niçois profitent de ce soleil de la Côte d'Azur pour se balader dans la limite d'1 heure maximum et dans un rayon bien entendu de 5 km autour de leur domicile. Des Niçois qui ont besoin de prendre l'air, de souffler après une semaine de travail sous couvre-feu. Une promenade des Anglais qui est plutôt fournie depuis ce matin ici sur la Côte d'Azur, mais on est très loin d'une affluence habituelle de week-end. Un point sur la météo tout de suite. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Comme prévu, un temps instable pour ce week-end avec de bonnes rafales de vent sur la moitié nord du pays, notamment après le passage de cette dégradation que l'on retrouve encore cet après-midi. Elle traverse le pays d'ouest en est avec des précipitations, notamment du massif central jusque sur le nord-est. Actuellement, à l'arrière, c'est un régime d'averses, donc avec de bonnes rafales de vent, localement quelques coups de tonnerre possibles près de la Manche, de bonnes rafales sur le littoral de la Manche jusque sur le nord Pas-de-Calais. Demain matin, on va retrouver quand même une petite amélioration par l'ouest avec le retour de quelques éclaircies. Le vent se maintiendra d'une manière générale sur l'ensemble du pays. Il soufflera très fort sur le sud-est, en Méditerranée, aux extrémités de la Corse. Et puis on va conserver quand même pas mal d'instabilité dans l'est et sur le sud-ouest, dans l'est de la neige. Sur l'ensemble des reliefs à basse altitude, des 400-500 mètres, un risque d'avalanche élevé. Et du grésil possible dans le courant de l'après-midi, quelques rares évolutions possibles, toujours cette instabilité qui sera peut-être donc un petit peu plus marquée que le matin dans l'est avec
du Grésil. Des coups de tonnerre, toujours ces chutes de neige et ce risque d'avalanche élevé. Le vent se maintient, le soleil aussi sur le pourtour méditerranéen et toujours un peu d'instabilité sur le sud-ouest. Un coup d'œil à vos températures. Demain matin, au lever du jour, elles s'échelonneront de 0 à 12 degrés, 4 à Paris et dans le courant de l'après-midi, les températures commencent à baisser sur les régions du sud, 7 à Aurillac, 17 degrés à Nice. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec European Homes. Des maisons, des appartements et des villas duplex avec jardin. European Homes, artisan de votre qualité de vie. Vous voyez une différence entre ces deux voitures ? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher chez Aramis Auto. Et oui, avec Aramis Auto, profitez de voitures neuves et d'occasion reconditionnées au meilleur prix garanti. Venez vérifier sur aramisauto.com. Faire un bon petit truc. Ça donne trop. Chez CNP Assurance, nous savons que vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, y a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon, je suis si fière de toi. Depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui plus encore, nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre alimentation. Avec votre soutien, nous continuerons encore longtemps. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Assez de prise de tête. Assez des imprévus. Hey Volkswagen, emmène-nous à l'école. En revanche, ça, on n'en a jamais assez. Un beau jour, dans une jolie forêt. On n'en fera jamais assez pour la famille. Nouveau Tiguan hybride rechargeable. Volkswagen. Découvrez notre gamme hybride électrique pendant les portes ouvertes les 13 et 14 mars. En ce moment, la nouvelle ID.3 est à partir de 159 € par mois. « 70% de notre poisson est issu de filières durables et toujours à prix bas. Et ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. La concurrence est devant nous, encore. Mais comment? Ils ont une meilleure solution finance que nous. Ils doivent avoir une meilleure solution finance que nous. Workday. Comment prennent-ils des décisions aussi vite? Workday. Il doit y avoir une raison. Workday. Ah, je crois avoir une idée. Work. Paul, Paul, on t'entend pas là. Salut. Hey, salut. Workday, le système finance, RH et planification pour un monde qui change. Alors Découvrez une nouvelle Citroën IC4 100% électrique. Le meilleur du confort et des technologies, enfin réunis. À partir de 289 € par mois. Également disponible en version essence ou diesel. Portes ouvertes du 10 au 17 mars. Citroën. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Il y a chez cet homme un fantasme de toute puissance. Comme disait Lacan, il n'y a rien de pire que le roi qui se prend pour le roi. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. À peine les forces de l'ordre arrivent-elles sur zone que Frédéric Limolle ouvre le feu. On a quelqu'un de déterminé,
d'armée et qu'il n'y a plus rien à perdre. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une du journal de 16h, les premiers transferts de patients Covid débutent ce samedi depuis l'Île-de-France. Au total, 3 patients évacués par hélicoptère vers des hôpitaux de l'Ouest. Nous serons à l'hôpital Pompidou dans un instant avec Isabelle Golens. Un patient va être transporté vers Angers. Des évacuations qui sonnent comme un dernier recours avant un possible reconfinement de l'Île-de-France. L'exécutif, qui s'il se donne encore quelques jours pour trancher, on atteste la visite de Jean Castex de centres de vaccination et services de réanimation en Seine-Saint-Denis, ne cache plus cette éventualité. L'eurodéputée Ilana Sicurel a évoqué sur BFM TV que s'il y avait reconfinement en Île-de-France, des écoles pourraient rester ouvertes. Et puis l'Italie va reconfiner à partir de lundi, alors que les mesures s'étaient un peu assouplies depuis plusieurs semaines. Les bars, les restaurants vont à nouveau fermer, ainsi que les écoles. Ce sera désormais des cours à distance. Nous serons avec Blandine Hugonnet à Rome dans un instant. La barre des 4000 patients en réanimation a été franchie pour la première fois en France depuis le 26 novembre. On est à 4033. La situation est tendue et inquiétante selon Jean Castex, particulièrement en Île-de-France. On approche les 1100 patients en réanimation. Pour se sortir de cette situation, l'exécutif mise notamment sur les transferts de patients. Les premières évacuations par voie aérienne ont lieu ce samedi avec 3 évacuations depuis des hôpitaux parisiens et franciliens vers l'ouest de la France. On voit ces images. Oui, car l'un de ces transferts concerne un patient de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, dont vous voyez les images exclusives de BFM TV de cet acheminement du patient vers l'hélicoptère tout à l'heure, avant de rejoindre l'ouest de la France. Isabelle Golens, vous êtes devant cet hôpital Georges Pompidou, d'où ce patient a été évacué, en direction de l'hôpital d'Angers. Oui, on avait appris ce matin que ce transfert devait avoir lieu. Un patient donc qui était hospitalisé ici dans le service de réanimation, qui a donc été évacué par hélicoptère direction un hôpital de la ville d'Angers. 2 autres patients de la région Île-de-France également évacués, transportés aujourd'hui eux aussi par hélicoptère. L'un dans un hôpital de la ville de Nantes, l'autre dans la ville du Mans. Ces 3 patients, ils sont pris en charge par les équipes du SAMU pendant toute la durée du transfert, depuis l'hôpital d'origine jusqu'à l'hôpital d'accueil, parce que ce sont des transports très délicats, très médicalisés. On parle de patients qui sont placés sous assistance respiratoire. Il n'est évidemment pas question de les mettre en danger. On ne peut transférer que des patients qui sont aptes à être transportés. Et puis, autre point qui explique peut-être pourquoi il n'y a que 3 transferts aujourd'hui, c'est que tout ça prend du temps. Il faut notamment l'accord de la famille du patient, puisqu'on éloigne le patient de sa ville d'origine, l'accord des réanimateurs. Il faut que les autorités sanitaires décide combien de patients on peut transférer par hôpital. Mais ce qu'on sait, c'est que ces opérations de transfert devraient s'accélérer progressivement. On sait que demain, il y aura 3 nouveaux transferts depuis l'Île-de-France, plus précisément depuis le Val-de-Marne. Un patient qui sera transporté par hélicoptère en direction des Pays de la Loire, et 2 autres qui, eux, seront transférés par avion direction la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, en milieu de semaine prochaine, il pourrait y avoir des transferts par TGV médicalisés. Ça a déjà eu lieu auparavant. Ça a l'avantage de transporter davantage de patients en une seule fois, mais c'est plus complexe et ça prend plus de temps à organiser. Merci beaucoup Isabelle Golens avec Bruno Ferraud devant l'hôpital Georges Pompidou à Paris pour BFM TV. 3 nouvelles évacuations effectivement auront lieu demain, dont 2 direction la Nouvelle-Aquitaine. Le docteur Gauthier Grèce, membre du service d'anesthésie et réanimation thoracique au CHU de Bordeaux, nous a précisé comment se déroulaient ces évacuations. Ce sont des patients sous assistance ventilatoire qui sont placés dans le coma artificiel. Donc nécessairement, ce sont des procédures à risque, comme toute procédure médicale d'ailleurs. Néanmoins, le risque est bien maîtrisé parce qu'on a désormais l'habitude, ça fait 1 an qu'on prend en charge des patients Covid en France. Il y a déjà eu des évacuations sanitaires vers l'Aquitaine, donc on continue dans cette dynamique-là. C'est néanmoins tout à fait exceptionnel et très lourd en termes de prise en charge. Ça nécessite pour la structure d'aval, donc la nôtre ou les autres de l'ouest de la France, de se préparer, de libérer des lits de patients stabilisés, que le personnel soit préparé en nombre suffisant et une organisation, on va dire, millimétrée au quotidien, quoi. Combien de personnes mobilisées pour un patient dans votre hôpital si jamais vous devez recevoir donc un patient demain? Alors,
Il y a un médecin de garde, évidemment, accompagné souvent d'un interne de garde. Ça, c'est pour le corps médical. Et l'effectif paramédical, lui, doit être en nombre suffisant. On a une infirmière pour 2 patients Covid. Les infirmières qui traitent des patients Covid sont strictement au chevet de ces patients-là et donc ne peuvent pas aller auprès d'autres malades. Donc, plus le nombre de patients Covid augmente, plus le nombre de personnel paramédical à leur chevet augmente lui aussi. Donc une infirmière pour 2 patients Covid et souvent une aide-soignante pour 3 patients Covid en moyenne, avec aucune voie de passage entre les patients non infectés et les patients infectés. Alors on a vu la situation en Ile-de-France avec ces services de réanimation saturés. Quelle est la situation dans votre hôpital au CHU de Bordeaux? Comment est-ce que vous faites face actuellement? Écoutez, nous, on a la chance d'être un petit peu épargnés, dirons-nous, par la vague épidémique. On ne vous cache pas qu'il existe une certaine tension avec des patients de Nouvelle-Aquitaine qui sont hospitalisés dans nos lits. Néanmoins, on n'a pas donc à faire face à cet afflux massif de patients et donc ça nous permet, une fois que certains patients qui sont des patients infectés par le Covid, mais qui sont, disons, dans la 2e phase de la maladie, en voie de récupération, parce que les séjours en réanimation sont longs, ça nous permet de libérer de la place pour les patients parisiens ou franciliens. Libérer de la place, ça veut dire que vous êtes en mesure d'accueillir combien de patients Covid d'autres régions? Ça, c'est toujours... D'autres régions, la réponse à votre question est difficile parce que j'étais de garde hier, je suis encore de garde demain, je suis tout à fait incapable de prédire ce qui va se passer aux urgences du CHU de Bordeaux. Néanmoins, hier soir, on était en mesure d'en accueillir un dans le service. La situation, je l'espère, restera stable dans le sud-ouest et permettra d'en accueillir davantage dans les jours qui viennent. Dans ce contexte, la pression sur les hôpitaux s'accroît en Ile-de-France et l'exécutif commence à réfléchir à un durcissement des mesures. Rien n'est encore tranché, mais le gouvernement prépare déjà le terrain. Alice Prousse. Surveiller l'Île-de-France au jour le jour. Hier, le Premier ministre a mis en garde. L'hypothèse d'un reconfinement serait de nouveau à l'étude. Et en Seine-Saint-Denis, l'issue de ces réflexions inquiète. Dans un département jeune et populaire comme la Seine-Saint-Denis, avec y compris des questions de logement qui peuvent se poser pour un certain nombre de populations, je sais les risques économiques et sociaux d'un confinement strict dans un département comme le mien. 4000 patients en réanimation à travers la France. Le seuil a été franchi. Le ministre des Outre-mer, en visite dans un centre de vaccination dans l'Eure, espère repousser au maximum ce type de décision. Effectivement, le confinement est la décision qui doit être ultime. Moi, quand j'ai pris la décision sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République de procéder à un confinement général à Mayotte, ou encore comme récemment j'ai dû le faire pour Wallis et Futuna et en lien avec les autorités locales de Nouvelle-Calédonie, c'est véritablement quand on n'a pas d'autre solution que d'arriver à ce confinement. Comme fin janvier, le gouvernement se donne le temps d'observer les chiffres jour après jour avant de trancher. Mais si cela est nécessaire, un proche du ministre de la Santé l'assure, ils ne tarderont pas à prendre une décision. Il n'y a pas de poids de mesure entre Paris d'un côté, Nice et Dunkerque de l'autre. S'il le faut, nous reconfinerons l'Île-de-France. On a encore une chance de ne pas prendre de mesures supplémentaires, mais on est plus proche d'en prendre que de desserrer. Pour le gouvernement, l'objectif reste de tout faire pour éviter de reconfiner en Île-de-France comme ailleurs. Ilana Sicuré, l'eurodéputée La République En Marche, était l'invitée de BFM TV. S'il y a reconfinement de l'Île-de-France, elle a évoqué le cas des écoles. Elles resteraient ouvertes, a-t-elle dit, en plateau. J'aurais une information à vous donner. On n'est pas dogmatique. Le confinement, il ne peut pas être exclu. Mais même s'il y avait un reconfinement, les écoles resteraient ouvertes parce que c'est une fierté nationale d'avoir ces écoles ouvertes. Et le retard... C'est une annonce que vous nous faites. C'est une annonce que je vous fais aujourd'hui. Cette annonce, Anne-Sora Dubois, vous avez pu la vérifier auprès du cabinet de Jean-Michel Blanquer. Et là-bas, on tempère un petit peu ses propos tout de même. Oui, si confinement dur de l'Île-de-France il y a, nous dit-on, nous ferons tout pour que les écoles restent ouvertes. Ça veut dire que ce n'est pas définitivement tranché. Mais quand même, nous ne refermerons les écoles qu'en dernier recours. Voilà ce que nous dit le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Ça prouve bien, effectivement, toujours cette envie côté exécutif d'éviter les conséquences de la fermeture des écoles. Si jamais reconfinement dur il devait y avoir, notamment qu'on a vu en cours de première vague, la question, bien sûr, du décrochage scolaire très important en cours du premier confinement, c'est-à-dire
c'est-à-dire en mars dernier, il y a un an, mais aussi la question évidemment de la poursuite du télétravail pour les parents qui sont chez eux avec leurs enfants. Ça prouve aussi quand même ce que nous dit le cabinet de Jean-Michel Blanquer, qu'elle est bien étudiée, cette option d'un confinement dur pour l'Île-de-France. Elle est même tellement bien étudiée qu'on est même déjà en train d'essayer d'en déterminer les contours, c'est-à-dire confinement dur oui, mais école fermée ou non. On est assez loin en tout cas dans la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il est définitivement validé, ce confinement dur. Ça ne veut pas dire que ce sera bien l'hypothèse qui l'emportera à la fin, mais ça veut dire en tout cas effectivement qu'il est largement étudié. Prochain moment où on va prendre des décisions, mercredi matin prochain Conseil de défense, sauf s'il y en a un d'ici là convoqué en urgence. Ça peut se convoquer très vite. Le fait qu'il y ait réflexion sur ces sujets, effectivement, Anne, comme les écoles, ça veut dire que l'exécutif est allé suffisamment loin dans sa réflexion sur un reconfinement. Oui, effectivement. Si on commence à délimiter les contours d'un éventuel confinement dur, ça veut bien dire effectivement qu'on y réfléchit de façon assez aboutie. D'ailleurs, en réalité, les chiffres sont particulièrement éclairants. 366 de taux d'incidence en Île-de-France. Et même, c'est encore plus grave en Seine-Saint-Denis, où est le Premier ministre cet après-midi, puisque là, on a un taux notamment de 464 effectivement, et un taux d'occupation des lits en réanimation 95,6. On est au bord de la saturation, c'est ce que dit le Premier ministre lui-même. Il dit d'un côté on vaccine à tour de bras et de l'autre on a des services de réanimation qui sont en saturation. Donc ça nécessite effectivement de prendre des décisions. D'autant plus qu'on l'a entendu tout à l'heure devant le ras-le-bol de certains Niçois. Lorsque vous avez des Niçois qui disent nous on est confinés, on a un taux d'incidence qui est tel chez nous en donnant le chiffre. Effectivement, la question de l'acceptabilité du confinement en PACA et dans les Hauts-de-France où eux, ils sont déjà effectivement confinés plus durement, repose aussi sur une certaine équité. C'est-à-dire qu'on entendait cette dame notamment dire « Nous, on est confinés. En Seine-Saint-Denis, ils ont des taux d'incidence qui sont pires que nous et ils ne sont pas confinés. » Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence de traitement? Le fameux deux poids, deux mesures, en tout cas l'impression de deux poids, deux mesures que l'exécutif ne veut pas donner. Ça va nécessiter à un moment qu'il y ait des mesures à peu près cohérentes. C'est-à-dire que si on dépasse un certain seuil de taux d'incidence ou de taux d'occupation des lits en réanimation, il y a le même traitement pour les régions, quelles que soient les régions, effectivement. Et on voit en effet ces chiffres préoccupants de la situation sanitaire en Seine-Saint-Denis. Après les Deux-Sèvres ce matin, le Premier ministre continue sa journée 100% sanitaire aujourd'hui. Il s'est rendu tout à l'heure dans un centre de vaccination à Saint-Denis. Et désormais, on vous retrouve, Antoine Forestier, devant l'hôpital privé de Aulnay-sous-Bois, toujours en Seine-Saint-Denis, où cette fois-ci, le Premier ministre est venu visiter un service de réanimation. Oui, une visite qui est toujours en cours depuis environ 45 minutes. Jean Castex qui est à l'intérieur, qui a visité en effet ce centre ici et qui a discuté avec les médecins et le personnel soignant. Il veut faire part de la situation dans le département qui n'est pas bonne lorsqu'on se fie aux chiffres. Le taux d'incidence, 465 pour 100 000 habitants, c'est tout simplement 2 fois plus qu'au niveau national. 1100 nouveaux cas chaque jour et 138 personnes qui sont actuellement en réanimation. C'est plus que lors du pic de la deuxième vague en novembre dernier. Dans cet hôpital, on vaccine également un petit peu plus tôt à Saint-Denis. Jean Castex s'est rendu dans le plus grand centre de vaccination du département, dans la ville de Saint-Denis. Là-bas, il y a des doses supplémentaires qui sont proposées ce week-end. 500 doses du vaccin Pfizer qui sont à écouler globalement pour toute l'Île-de-France et 25 000 doses supplémentaires qui ont été livrées pour ce week-end. Normalement, c'était 5 000 qui étaient prévus. Des chiffres toutefois à relativiser lorsqu'on compare au week-end dernier où c'était 50 000 doses qui avaient été écoulé. D'ailleurs, le centre qu'a visité Jean Castex, il ferme ses portes ce soir à 18h, alors que le week-end dernier, on avait vacciné à la fois le samedi et le dimanche. Le Premier ministre qui s'est entretenu à la fois avec les personnels qui vaccinent, mais également avec les vaccinés qui ont reçu pour la plupart leur première dose. Il les a notamment félicités pour avoir accepté de se faire vacciner. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Anthony Brault à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis donc pour ce nouveau déplacement de Jean Castex cet après-midi. Un rendez-vous à ne pas manquer demain à midi sur BFM TV. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, sera l'invité exceptionnel de BFM Politique. Va-t-on vers un nouveau confinement? Comment ralentir la circulation du virus? Comment réduire le nombre de patients en réanimation sans confiner? Beaucoup de questions. Oui, peut-on accélérer également le rythme de la vaccination? Jérôme Salomon répondra donc à toutes ces questions. Celles de Jean-Baptiste Boursier, de Margot de Froville ainsi que David Doucan sur l'antenne de BFM TV demain à midi. On en parlait il y a quelques instants avec Anne. Les Alpes-Maritimes vivent un 3e week-end de confinement avec à Nice un sentiment de lassitude et de deux poids deux mesures pour les habitants. Constance Bostoen, Audrey Lally et Johan Rouquet. Je pense qu'elle doit être à 12-13.
ni la température de l'eau, ni le confinement auront eu raison de la volonté de ces baigneurs ce matin. C'est une habitude, on en a besoin. On essaye de respecter le confinement, mais après on plonge vite et puis on rentre chez nous. Une baignade, un footing ou simplement une balade. Le temps de respirer car les Niçois entament leur 3e week-end confiné. Et face à la situation sanitaire nationale, beaucoup se posent une question. Pourquoi les Hauts-de-France ne sont pas confinés? On trouve qu'on est quand même assez punis, enfin que c'est assez invraisemblable. C'est pas de la jalousie, mais juste on comprend pas que certains puissent encore jouir de certaines libertés alors qu'on est dans la même situation et que nous on soit obligés d'être confinés. Voilà. Je vois ce qui se passe dans certains départements comme la Seine-Saint-Denis par exemple, et là je comprends pas qu'ils soient pas confinés, quoi. Et mesure exceptionnelle aujourd'hui et demain pour permettre à ses habitants d'en profiter un peu. Le maire de Nice a rouvert la promenade des Anglais, une mesure cohérente selon cet autre élu des Alpes-Maritimes. On est tous sur la même position dans les Alpes-Maritimes. On pense que le confinement partiel n'est pas utile et que l'ouverture à l'extérieur est indispensable. Selon Santé publique France, le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes est de 469 pour 100 000 habitants, un nombre en constante baisse depuis maintenant 3 semaines. À l'étranger, dès lundi, l'Italie va reconfiner une grande partie du pays alors que les règles, vous le savez, avaient été assouplies il y a peu. Les précisions à Rome de notre correspondante Blandine Hugonnet. Le gouvernement italien a décidé de placer une très grande partie du pays en reconfinement dès lundi prochain. Plus précisément, la moitié des régions italiennes, comme la Lombardie dans le nord, mais aussi ici à Rome, sont placées en reconfinement en zone rouge. C'est-à-dire qu'il y a plus de 250 cas pour 100 000 habitants par semaine. Et ça implique, cette zone rouge, le reconfinement de la population. 2 Italiens sur 3 sont concernés à partir de lundi et seront donc interdits de sortir et de se déplacer sans attestation. Et puis ça implique également la fermeture de toutes les écoles de ces régions. Le reste du pays est aussi dans une phase de durcissement à partir de lundi avec la fermeture de tous les bars, les restaurants et les musées qui étaient encore ouverts jusqu'à maintenant. Autre restriction annoncée par l'Italie, c'est pour les fêtes de Pâques, un reconfinement total national pendant les 3 jours de Pâques, du 3 au 5 avril, et qui conclura donc 3 semaines de reconfinement. Ce sont des mesures sévères mais nécessaires, a dit le président du Conseil, Mario Draghi, car il y a une nouvelle flambée des cas en Italie depuis 6 semaines d'affilée, une 3e vague qu'il faut éviter et limiter les morts, éviter la saturation des hôpitaux comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le variant anglais qui touche le plus désormais le pays, qui a passé cette semaine la barre des 100 000 morts depuis le début de la pandémie en Italie. Gérald Darmanin reste sous le statut de témoin assisté après la confrontation devant un juge d'instruction hier au tribunal de Paris avec la femme qui l'accuse de viol. Le ministre de l'Intérieur qui est ce samedi dans le Cher pour parler du Beauvau de la sécurité. Jordan Ray. La confrontation aura duré environ 9 heures et s'est terminée à 23 heures hier soir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrivé en début d'après-midi au tribunal judiciaire de Paris, a été confronté devant une juge d'instruction à Sophie Patterson-Spatz, la femme qui l'accuse de viol. À l'issue de cette confrontation, les avocats de Gérald Darmanin ont fait savoir dans un communiqué que leur client reste sous le statut de témoin assisté dans cette affaire. C'est la preuve qu'aucun indice grave ou concordant d'une quelconque infraction ne lui est reproché. Cela signifie qu'il n'est évidemment pas mis en examen dans une procédure qui, rappelons-le, a déjà conduit à 3 décisions de justice reconnaissant son innocence. C'est la première fois qu'une confrontation a lieu dans cette affaire qui a débuté en 2017. Sophie Patterson-Spatz accuse Gérald Darmanin de viol et de harcèlement sexuel pour des faits présumés datant de 2009. Par 2 fois, l'affaire est classée sans suite. Face aux policiers, Gérald Darmanin avait confirmé avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, mais conteste toute contrainte ou contrepartie. Je n'ai jamais abusé d'aucune femme et je n'ai jamais abusé de mon pouvoir. En mars 2018, la plaignante dépose une 3e plainte avec constitution de partie civile, après de longs démêlés procéduraux et près de 2 ans après le refus d'une juge d'instruction de reprendre l'enquête. La Cour d'appel de Paris avait ordonné mi-juin 2020 la reprise des investigations sur cette accusation de viol. Depuis cet été, une nouvelle magistrate s'occupe du dossier.
L'actualité nous mène également à Champigny-sur-Marne où 2 adolescents ont été grièvement blessés lundi au cours d'une rixe entre bandes rivales. 2 mineurs ont été mis en examen pour tentative de meurtre sur mineur de 15 ans et violence volontaire aggravée. Ce samedi, les familles se sont entretenues avec le maire de la ville et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Nous sommes justement en direct avec Laurent Jeanne. Bonjour, vous êtes maire libre de Champigny-sur-Marne. Tout d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles, bonjour, des 2 adolescents de 14 et 16 ans qui ont été grièvement blessés? On sait que l'un d'eux est sorti du coma. Oui, j'ai des nouvelles, bien évidemment. Alors, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Un premier enfant est sorti hier soir de l'hôpital. Quant au second, il est encore en soins avec des complications, mais globalement, sa vie est hors de danger. Et donc, on est plutôt rassurés. Et j'étais heureux aujourd'hui de pouvoir rassembler les 2 familles avec un moment tout à fait émouvant. Les 2 mamans se sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Et voilà, on a organisé ce moment pour que les 2 familles puissent se parler, qu'il puisse y avoir un temps d'échange et au fond de partage de la douleur que nous ressentons tous aujourd'hui à Champigny. Une douleur très forte, des enfants, ce sont des enfants, 14-15 ans, viennent à de tels extrêmes de se planter un coup de couteau, pouvant remettre en cause la vie de 2 jeunes. Et donc, on avait besoin de ce moment, au fond, je dirais presque de thérapie familiale, avec à mon initiative, pour que véritablement ces familles puissent à nouveau dialoguer, et à travers ces familles, ces 2 quartiers. Pour bien comprendre, Laurent Jeanne, 2 bandes rivales donc, se sont opposées. Quelle est la situation sociale dans ces quartiers ? Écoutez, ce sont des quartiers où il y a des difficultés sociales, bien évidemment. Il n'est pas question de les nier, elles sont fortes. Il doit y avoir des réponses avec nos structures sociales que nous mettons en œuvre. Nous avons dans ces quartiers des centres sociaux, nous avons des services jeunesse qui sont un travail très actif et qui est absolument essentiel. Il y a un taux de chômage, mais il y a aussi surtout une situation du Covid qui est assez difficile et qui explique en partie d'ailleurs la violence qu'on a retrouvée, puisque à la fois ces jeunes sortaient des collèges et en même temps aujourd'hui on est un peu en panne, on ne peut pas faire d'activité sportive, on ne peut pas faire d'activité culturelle et on a quelques jeunes qui à la sortie du collège ont tendance à traîner un peu autour des établissements et puis des fois il y a des provocations et ça démarre souvent sur peu de choses. Alors c'est une définition d'un quartier, ça peut être un enjeu d'une fille, ça peut être comme on l'a connu il y a quelques semaines par rapport à une chanson de rap où on s'était un peu invectivé. Vous voyez, la tension est très forte en ce moment et il ne faut pas grand-chose au fond pour mettre une allumette et déclencher un feu comme on l'a connu lundi soir. Ce qui frappe, c'est aussi la jeunesse des protagonistes, des victimes comme des agresseurs. 2 mineurs ont été mis en examen. Mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait comprendre qu'il fallait que l'enjeu, c'était une réponse pénale plus rapide, plus efficace pour les mineurs. Vous êtes d'accord ? Écoutez, je crois qu'il faut des réponses judiciaires importantes. En tout cas, c'est ce que m'ont dit d'ailleurs les familles, qu'elles attendaient des sanctions très fortes à l'encontre des auteurs. Il peut y avoir des mineurs, mais il y a aussi des majeurs qui ont été placés en garde à vue. Il y a eu plusieurs interpellations. Je pense qu'il y en aura d'autres. L'enquête va suivre son cours. Et donc, nous aurons effectivement une attention tout à fait particulière. En tout cas, en ce qui me concerne, je serai très vigilant à ce que des sanctions fortes soient prononcées à l'encontre de ces personnes, parce qu'on a un certain nombre de majeurs qui ont pratiqué des actes d'une telle violence, d'une telle brutalité qu'on ne peut pas les accepter. Merci beaucoup Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne, d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV. Dans l'actualité également, Noël Le Graët a été réélu ce samedi à la présidence de la Fédération française de football pour un 4e mandat avec 73,02% des voix. Il l'emporte devant Frédéric Thiriez qui récolte lui 25,11% des voix. 16h22, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur ces transferts de patients pour désengorger les services de réanimation, notamment des hôpitaux franciliens. Des transferts qui sont organisés depuis ce samedi, depuis la région parisienne. Évacuation de 3 patients vers des hôpitaux des Pays de la Loire, à l'ouest de la France. Vous voyez sur ces images le départ tout à l'heure d'un hélicoptère d'un patient de l'hôpital Georges Pompidou à Paris qui a été transporté donc, et qui sera accueilli à l'hôpital d'Angers. Des images exclusives BFM TV. On en parle dans notre prochain journal. À tout de suite. Ce week-end,
gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business, ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec European Homes. Des maisons, des appartements et des villas duplex avec jardin. European Homes, artisan de votre qualité de vie. Il y a l'énergie que vous dépensez sans compter et l'énergie que vous pouvez économiser grâce à Helio. Changez votre chaudière, optez pour une nouvelle chaudière économe ou isolez votre maison. Pour tous vos projets de rénovation énergétique, Helio est votre interlocuteur unique. Helio réalise les travaux, les démarches administratives et vous avance même le montant des aides auxquelles vous avez droit. Et vous pouvez consacrer votre énergie à ce qui compte vraiment. Alors rendez-vous sur helio.com. Le Kia e-Niro électrique a une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 455 km en une seule charge. Donc, vous êtes libre d'aller partout. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller au ski ou simplement rentrer chez vous après une dure journée. En ce moment, bénéficiez d'une offre exceptionnelle sur le Kia e-Niro, le crossover 100% électrique le plus vendu en France. À partir de 117 € par mois, entretien inclus. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Kia, movement that inspires. Grand document présenté par Samira Ibrahim ce soir à 21h05 sur RMC Story. Idéal pour les passionnés et les apprentis jardiniers, que ce soit sur un balcon ou dans un jardin, la table de culture Parkside sera parfaite pour cultiver vos plantes aromatiques, fruits, légumes et fleurs. Grâce à son couvercle semi-transparent et son système d'aération, vous pourrez profiter d'un effet de serre pour une croissance optimale de vos plantations. Table de culture avec couvercle Parkside, 24,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Du bleu outre-mer. Oui, c'est ça, du bleu outre-mer. Oui, sauf que dans le bleu outre-mer, il y a beaucoup de bleu. Peut-être un peu trop. Ah. Bien vous comprendre, c'est aussi vous offrir les meilleurs prix près de chez vous. Chez Monsieur Bricolage, la peinture blanche de luxe Valentine est à seulement 29,95 €. On a dit à Loïc... Tu sais, si t'es trop gentil, tu vas te faire avoir dans la vie. On a dit à Loïc... C'est bien de vouloir aider les gens, mais là tu vas trop loin, mec. Nous, à la Caisse d'épargne, on a aidé Loïc à créer son entreprise solidaire. Caisse d'épargne, vous être utile. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher sur Internet. Et oui, sur aramisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur votre voiture neuve. Et on vous la livre à domicile sans supplément. Aramis Auto. Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant? Le meilleur couscous de Paname. Attends. C'est ça? Le meilleur burger. Tu connais, toi? Je vois du tofu dans son pas, moi. Goûte-le, on en reparle. J'ai pas le temps, moi. J'ai la meilleure pizza du monde à livrer. Pizza hawaïenne. Ananas? Il est pas sérieux? Oui ou pas? L'ananas, c'est quoi? Quelqu'un qui n'aime pas l'ananas ici? Ah, y a pas de problème. Tu connais Guillaume? Non. Mais je connais Michel. La piste? Mais non, laisse. Par contre, Uber Eats. Parlons bouffe. Les idées vivent en nous. Elles nous transportent. Elles se nourrissent de notre imagination. Puis, elles doivent être partagées pour améliorer le monde, le rendre plus incroyable. Ce sont ces idées qui construisent le futur. Nouvelle Audi RS e-tron GT, 100% électrique. Le futur nous anime. Audi. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne. Voici les 3 grands titres de l'actualité ce jeudi matin. Avec les chaînes locales de BFM. Bonjour Littoral, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est parti pour les titres. Merci de passer un moment avec nous. BFM en région. Info, trafic, météo, sport, loisirs. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie.
Comme prévu, un temps instable pour ce week-end avec de bonnes rafales de vent sur la moitié nord du pays, notamment après le passage de cette dégradation que l'on retrouve encore cet après-midi. Elle traverse le pays d'ouest en est avec des précipitations, notamment du massif central jusque sur le nord-est. Actuellement, à l'arrière, c'est un régime d'averse, donc avec de bonnes rafales de vent. Localement, quelques coups de tonnerre possibles près de la Manche, de bonnes rafales sur le littoral de la Manche jusque sur le Nord-Pas-de-Calais. Demain matin, on va retrouver quand même une petite amélioration par l'ouest avec le retour de quelques éclaircies. Le vent se maintiendra d'une manière générale sur l'ensemble du pays. Il soufflera très fort sur le sud-est, en Méditerranée, aux extrémités de la Corse. Et puis, on va conserver quand même pas mal d'instabilité dans l'est et sur le sud-ouest, dans l'est de la neige. Sur l'ensemble des reliefs à basse altitude, des 400-500 mètres, un risque d'avalanche élevé. Et du grésil possible dans le courant de l'après-midi, quelques rares évolutions possibles, toujours cette instabilité qui sera peut-être donc un petit peu plus marquée que le matin dans l'est avec du grésil, des coups de tonnerre, toujours ces chutes de neige et ce risque d'avalanche élevé. Le vent se maintient, le soleil aussi sur le pourtour méditerranéen et toujours un peu d'instabilité. Sur le sud-ouest, un coup d'œil à vos températures. Demain matin, au lever du jour, elles s'échelonneront de 0 à 12 degrés, 4 à Paris et dans le courant de l'après-midi, les températures commencent à baisser sur les régions du sud. 7 à Aurillac, 17 degrés à Nice. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement en plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Les titres à la une de ce journal de 16h30. Ce samedi marque le premier jour de transfert des patients positifs au Covid d'Île-de-France vers des hôpitaux des Pays de la Loire. Un patient de l'hôpital Pompidou à Paris a notamment été héliporté, comme vous le voyez sur ces images exclusives de BFM TV, en direction de l'hôpital d'Angers. 3 autres évacuations ont également lieu demain, dont 2 vers la Nouvelle-Aquitaine. Ces évacuations seront-elles suffisantes pour ne pas reconfiner l'Île-de-France? L'exécutif n'exclut rien. Jean Castex vient de se rendre à l'hôpital privé d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Nous sommes sur le fil du rasoir, indique le Premier ministre ce samedi. 3e week-end de confinement dans les Alpes-Maritimes où la mesure a été prolongée aux grandes dames de nombreux élus locaux qui objectent une amélioration de la situation sanitaire. Quant aux habitants du département lassés par les restrictions, ils dénoncent un 2 poids 2 mesures vis-à-vis de l'Île-de-France notamment, pas concernée pour le moment. Tout faire pour éviter le reconfinement, illustration de ce qui reste la ligne de l'exécutif, les évacuations sanitaires de patients Covid-19. Des services saturés d'Île-de-France démarrent aujourd'hui avant d'en venir à des mesures peut-être plus restrictives si nécessaire. 3 évacuations aujourd'hui, 3 demain. L'une de ces évacuations, vous la voyez, elle concerne un patient de l'hôpital Georges Pompidou qui est donc évacué par hélicoptère direction l'hôpital d'Angers. Emeline Darcourt. L'hélicoptère du SAMU des Pays de la Loire embarque un patient Covid. Ce patient vient du service de réanimation de l'hôpital Pompidou à Paris. Comme lui, 2 autres malades quittent aujourd'hui l'Île-de-France. Les hôpitaux dont ils viennent sont en forte tension. À Pompidou, on a à peu près 90 patients Covid, dont à peu près 36 patients qui sont en réanimation, en soins critiques. Sur normalement une réanimation normalement qui a 20 places, donc on a élargi un petit peu, on a créé donc des soins continus, des services de réanimation. Les patients transportés aujourd'hui sont accueillis à Nantes, Angers et Le Mans et d'autres transferts se préparent. Après les Pays de la Loire, ce sera au tour de la Nouvelle-Aquitaine de prendre en charge des patients en provenance des services de réanimation d'Île-de-France. Nous nous préparons pour recevoir des patients. Ce sont des patients sous assistance ventilatoire qui sont placés dans le coma artificiel, donc nécessairement ce sont des procédures à risque. Néanmoins, le risque est bien maîtrisé. Les transferts de patients de services de réanimation sont toujours un moment délicat. Seuls certains d'entre eux peuvent être déplacés. Ils doivent être stables d'un point de vue ventilatoire et stables d'un point de vue cardiaque pour éviter tout problème du patient pendant le transfert. La deuxième série de critères, c'est bien sûr d'avoir le consentement et l'accord des proches. L'Île-de-France est maintenant la région de France métropolitaine où le taux d'incidence est le plus élevé et le nombre de patients en réanimation est proche d'atteindre le pic du 2e confinement. Il y avait vendredi un taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid de plus de 95%. Il y a aussi tous les patients non Covid, donc on est à plus de 100% des taux d'occupation des lits et on a fait redéploiement de personnel, de la déprogrammation, on a transformé des lits de soins critiques en lits de réanimation et donc on n'a plus de marge de manœuvre. Des soignants souligne que ces transferts n'apportent qu'un soulagement temporaire. Et clairement, ce n'est pas la solution pour
pour régler le problème de cette épidémie en Ile-de-France. Un des enjeux majeurs de cette troisième vague, c'est de pouvoir accueillir les patients Covid qui en ont besoin, mais tout en assurant des soins pour les patients non Covid. Et on voit bien que probablement le système là arrive un petit peu quand même en fin de cycle. Les transferts vers la Nouvelle-Aquitaine se feront par avion. L'ARS Île-de-France envisage d'intensifier le mouvement. Au printemps dernier, des TGV médicalisés pouvaient transporter une vingtaine de patients à la fois. L'hôpital Avicenne de Bobigny a également évacué l'un de ses patients positifs au Covid-19 aujourd'hui vers Nantes. Car la situation en Seine-Saint-Denis est particulièrement préoccupante avec un taux d'incidence de plus de 464 cas positifs pour 100 000 habitants et des services de réanimation occupés à plus de 95%. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis redoute les conséquences d'un reconfinement éventuel sur la population de son territoire. Je l'ai toujours dit, dans un département jeune et populaire comme la Seine-Saint-Denis, avec y compris des questions de logement qui peuvent se poser pour un certain nombre de populations, je sais les risques économiques et sociaux d'un confinement strict dans un département comme le mien. Et enfin, il y a aussi, vous savez, ces premiers de corvée dont on parle, caissières, livreurs, aides-soignants et boueurs qui vont continuer d'aller travailler quoi qu'il arrive, confinement ou pas. Un peu plus tôt sur le plateau de BFM TV, l'eurodéputé La République En Marche, Ilana Sicurel, a évoqué la question des écoles. Si un reconfinement devait être décidé en Ile-de-France, les établissements scolaires pourraient rester ouverts. Confirmation d'Anne Sora Dubois sur la base d'une déclaration du directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer. Oui, si confinement dur de l'Île-de-France il y a, nous dit-on, nous ferons tout pour que les écoles restent ouvertes. Ça veut dire que c'est pas définitivement tranché, mais quand même, nous refermerons les écoles qu'en dernier recours. Voilà ce que nous dit le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Ça prouve bien, effectivement, toujours cette envie côté exécutif d'éviter les conséquences de la fermeture des écoles si jamais reconfinement dur il devait y avoir. Notamment qu'on a vu en cours de première vague, la question, bien sûr, du décrochage scolaire très important en cours du premier confinement, c'est-à-dire en mars dernier, il y a un an, mais aussi la question évidemment de la poursuite du télétravail pour les parents qui sont chez eux avec leurs enfants. Ça prouve aussi quand même ce que nous dit le cabinet de Jean-Michel Blanquer, qu'elle est bien étudiée, cette option d'un confinement dur pour l'Île-de-France. Elle est même tellement bien étudiée qu'on est même déjà en train d'essayer d'en déterminer les contours, c'est-à-dire confinement dur oui, mais école fermée ou non. On est assez loin en tout cas dans la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il est définitivement validé, ce confinement dur. Ça ne veut pas dire que ce sera bien l'hypothèse qui l'emportera à la fin, mais ça veut dire en tout cas effectivement qu'il est largement étudié. Prochain moment où on va prendre des décisions, mercredi matin prochain conseil de défense, sauf s'il y en a un d'ici là convoqué en urgence. Ça peut se convoquer très vite. Le fait qu'il y ait réflexion sur ces sujets, effectivement, Anne, comme les écoles, ça veut dire que l'exécutif est allé suffisamment loin dans sa réflexion sur un reconfinement. Oui, effectivement. Si on commence à délimiter les contours d'un éventuel confinement dur, ça veut bien dire effectivement qu'on y réfléchit de façon assez aboutie. D'ailleurs, en réalité, les chiffres sont particulièrement éclairants. 366 de taux d'incidence en Ile-de-France. Et même, c'est encore plus grave en Seine-Saint-Denis, où est le Premier ministre cet après-midi, puisque là, on a un taux notamment de 464 effectivement, et un taux d'occupation des lits en réanimation 95,6. On est au bord de la saturation, c'est ce que dit le Premier ministre lui-même. Il dit, d'un côté, on vaccine à tour de bras, et de l'autre, on a des services de réanimation qui sont en saturation. Donc ça nécessite effectivement de prendre des décisions, d'autant plus qu'on l'a entendu tout à l'heure devant le ras-le-bol de certains Niçois. Lorsque vous avez des Niçois qui disent, nous, on est confinés, on a un taux d'incidence qui est tel chez nous, en donnant le chiffre. Effectivement, la question de l'acceptabilité du confinement en PACA et dans les Hauts-de-France, où eux, ils sont déjà effectivement confinés plus durement, repose aussi sur une certaine équité. C'est-à-dire qu'on entendait cette dame notamment dire, nous, on est confinés, en Seine-Saint-Denis, ils ont des taux d'incidence qui sont pires que nous et ils ne sont pas confinés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence de traitement? Le fameux deux poids, deux mesures, en tout cas l'impression de deux poids, deux mesures que l'exécutif ne veut pas donner. Ça va nécessiter à un moment qu'il y ait des mesures à peu près cohérentes. C'est-à-dire que si on dépasse un certain seuil de taux d'incidence ou de taux d'occupation des lits en réanimation, il y a le même traitement pour les régions, quelles que soient les régions, effectivement. Une situation sanitaire critique, préoccupante en Seine-Saint-Denis. Et après sa visite de centre de vaccination dans les Deux-Sèvres ce matin, le Premier ministre Jean Castex s'est donc rendu tout d'abord à Saint-Denis, dans un centre de vaccination de Seine-Saint-Denis, puis à l'hôpital privé d'Aulnay-sous-Bois. C'est là qu'on vous retrouve Antoine Forestier, le Premier ministre donc, qui continue sa tournée 100% sanitaire aujourd'hui.
Oui, et qui vient de s'achever d'ailleurs, puisque Jean Castex a quitté cet hôpital il y a maintenant quelques minutes ici à Aulnay-sous-Bois. Il s'est entretenu avec le personnel soignant à l'intérieur, a visité le centre de réanimation. Également, s'est entretenu avec un patient atteint du coronavirus qui est en train de se battre pour guérir de cette maladie. Un moment assez émouvant pour ceux qui ont assisté et qui nous l'ont raconté, puisque cet homme a raconté au ministre qu'il venait de perdre sa femme il y a quelques jours, décédée du coronavirus. Elle souffrait de plusieurs comorbidités. Jean Castex qui est venu ici dans ce département, puisque les chiffres ne sont pas bons du tout. Un taux d'incidence à 464 pour 100 000 habitants, c'est 2 fois plus qu'au niveau national. 1100 personnes infectées chaque jour dans le département actuellement, ça c'est la moyenne sur une semaine. Et puis 138 personnes qui sont prises en charge en réanimation. C'est plus que lors du pic de la deuxième vague au mois de novembre dernier. Un petit peu plus tôt, il s'était rendu à Saint-Denis, dans le plus grand centre de vaccination du département, où des doses supplémentaires de vaccins ont été proposées ce week-end. 500 doses qui doivent être écoulées jusqu'à 18h ce soir. Globalement, dans toute l'Île-de-France, on parle de 25 000 doses en plus des 5 000 prévues pour ce week-end. Alors, c'est des chiffres qui peuvent impressionner comme ça, mais qui sont quand même moindres par rapport au week-end dernier, où c'était 50 000 doses de vaccins Pfizer qui avaient pu être administrées dans le département. D'ailleurs, le centre qu'a visité le ministre, il ferme ses portes à 18h ce soir, alors que la semaine dernière, il était encore ouvert le dimanche. On le rappelle, la Seine-Saint-Denis fait toujours partie des départements sous surveillance renforcée. Merci beaucoup Antoine Forestier à Aulnay-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis avec Anthony Brault. Un rendez-vous à ne pas manquer demain midi sur BFM TV, Jérôme Salomon. Le directeur général de la santé sera l'invité exceptionnel de BFM Politique, avec pas mal de questions bien sûr. Va-t-on vers un nouveau confinement? Comment ralentir la circulation du virus? Comment réduire le nombre de patients en réanimation sans confiner? Peut-on accélérer le rythme de la vaccination? Jérôme Salomon répondra donc à toutes ces questions, celles de Jean-Baptiste Boursier, Margot de Frouville et David Doucan. L'actualité nous emmène aussi ce samedi à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, où 2 adolescents ont été grièvement blessés lundi au cours d'une rixe. L'un d'eux est sorti de l'hôpital. Les jours de l'autre ne sont plus en danger. Deux mineurs ont été mis en examen pour tentative de meurtre sur mineurs de 15 ans et violences volontaires aggravées. Les familles des victimes se sont entretenues avec le maire et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Que j'en écoute. Ces jeunes n'ont aucune conscience. Ils sont trop jeunes, ils se croient immortels, ils n'ont aucune conscience du mal qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont aucune conscience du mal qu'ils peuvent se faire entre eux. Ils n'ont aucune conscience aussi du mal qu'ils peuvent faire à toute une ville et à leurs parents. Donc je crois que c'était très important ce conseil des familles qui s'est tenu autour du maire. Et je pense que les familles ont un rôle énorme à jouer aujourd'hui dans la prévention de ce phénomène de bande. On ne fera jamais rien sans les familles. Gérald Darmanin en déplacement aujourd'hui dans le Loiret et dans le Cher, une visite au sujet du Beauvau de la sécurité qui intervient alors que le ministre de l'Intérieur participait hier à une confrontation de 9 heures avec la femme qui l'accuse de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance, des faits présumés remontant à 2009. Gérald Darmanin qui reste sous le statut de témoin assisté à l'issue de cette confrontation. Les avocats du ministre de l'Intérieur espèrent une issue judiciaire favorable. Il déclare dans un communiqué, il n'est donc pas mis en examen dans ce dossier qui a conduit à 3 décisions de justice reconnaissant l'innocence du ministre. À suivre sur BFM TV, nous reviendrons dans un instant sur ces transferts, les premiers transferts de patients organisés ce samedi depuis la région parisienne. Évacuation de 3 patients vers des hôpitaux de l'Ouest. Image du départ tout à l'heure par hélicoptère d'un patient de l'hôpital Pompidou à Paris qui va être accueilli à l'hôpital d'Angers. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisé. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé.
Nous serons plus forts ensemble. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de type qui rentre en rampant. Personne ne se réveille à côté d'un sombre inconnu. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Chez Hyundai, atteindre l'extraordinaire exige de regarder autrement. Pour que les idées prennent vie. Des idées qui vous connectent, vous emmènent plus loin et qui vous proposent aujourd'hui le meilleur de la technologie. Pour tous. Nouveau Hyundai Kona électrique. L'électrique a trouvé son SUV. Hyundai Kona électrique. À partir de 139 € par mois. À votre avis, combien y a-t-il de produits laitiers chez Lidl? Une trentaine. Chez Lidl, 50, 60, 80, pas plus. Eh bien, plus de 200. Et combien de types de viande et de volaille? Entre 20 et 30. Non, plus. 40, je pense. Plus de 80. Et de produits de la mer? Certainement une dizaine. Allez, 15. Moi, je pense qu'ils en ont moins quand même, non? Plus de 30. Chez Lidl, vous trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin. De quoi faire vos courses pour toute la semaine parmi un très large choix de produits. Lidl, bien plus que vous n'imaginez. Le meilleur couscous de Paname. Attends. C'est ça? Et le meilleur burger, tu connais toi? Je vois du tofu dans du pain, moi. Goûte-le, on en reparle. J'ai pas le temps, moi. J'ai la meilleure pizza du monde à livrer. Pizza hawaïenne. Ananas? Il est pas sérieux? Oui ou pas? L'ananas, c'est quoi? Quelqu'un qui n'aime pas l'ananas ici? Ah, y a pas de problème. Tu connais Guillaume? Non. Mais je connais Michel. La piste? Mais non, laisse. Pardon. C'est craquant. Uber Eats. Parlons bouffe. Il y a l'énergie que vous dépensez sans compter et l'énergie que vous pouvez économiser grâce à Helio. Changez votre chaudière, optez pour une nouvelle chaudière économe ou isolez votre maison. Pour tous vos projets de rénovation énergétique, Helio est votre interlocuteur unique. Helio réalise les travaux, les démarches administratives et vous avance même le montant des aides auxquelles vous avez droit. Et vous pouvez consacrer votre énergie à ce qui compte vraiment. Alors rendez-vous sur helio.com. Vous voulez vendre votre voiture au meilleur prix? Philippe Lelouch est là pour vous. Inédit, enchères mécaniques, mardi à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Le Monde vous présente Histoire de France, le chef-d'œuvre de Jules Michelet. La plus grande histoire jamais racontée. Le numéro 1 Jeanne d'Arc, 3,99 € seulement, chez votre marchand de journaux. Intelligente, autorégulée et automatique. Ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Fini les contraintes. Les vacances à domicile. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. Toyota CHR GR Sport, l'hybride remarquable. Profitez de la gamme Toyota CHR hybride à partir de 199 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. 16h46 sur BFM TV, à la une de l'actualité, ce samedi qui marque le premier jour des transferts de patients positifs au Covid d'Île-de-France en direction d'hôpitaux de l'Ouest. Un patient de l'hôpital Georges Pompidou à Paris a notamment été héliporté vers Angers, comme vous montrent ces images exclusives de BFM TV. 3 autres évacuations auront également lieu demain, dont 2 vers Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Ces évacuations seront-elles suffisantes pour ne pas reconfiner l'Île-de-France? L'exécutif n'exclut rien. Jean Castex vient de se rendre à l'hôpital privé d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Nous sommes sur le fil du rasoir, indique le Premier ministre ce samedi. Ce
Ce sont donc 3 transferts de patients Covid qui ont eu lieu depuis l'Île-de-France en direction des Pays de la Loire aujourd'hui pour désengorger les hôpitaux franciliens saturés. D'autres évacuations auront lieu demain, dont une nouvelle dans les Pays de la Loire et 2 en Nouvelle-Aquitaine. Invité de BFM TV un peu plus tôt, Olivier Serre, directeur de cabinet de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, confirme leur accueil à Bordeaux. L'ARS Nouvelle-Aquitaine a accueilli depuis le début de la crise 186 patients. 2 patients ont vocation à être accueillis demain matin sur Bordeaux, dans le cadre d'évacuations que nous savons organiser désormais depuis quelques semaines, quelques mois, bientôt 1 an. Et nous projetons sur un accueil qui doit être organisé. C'est vraiment une dynamique qui a été engagée, et ce, depuis le 17 mars 2020, entre les établissements, quels qu'ils soient et où qu'ils soient dans la région. Donc l'accueil se fera. Encore faut-il qu'on ait la capacité d'accueillir les patients de bonne manière et dans des conditions sécures. Le confinement partiel prolongé dans les Hauts-de-France ainsi que les Alpes-Maritimes pour 3 nouveaux week-ends. Sur la Côte d'Azur, la prolongation de la mesure ne satisfait pas certains élus qui objectent une baisse des taux d'incidence. Le maire de Nice, Christian Estrosi, demande notamment la réouverture de la promenade des Anglais. Décision difficile à accepter aussi pour les habitants, surtout avec le soleil de sortie. Aujourd'hui, Joanne Roquet est allée à leur rencontre. Il y a un sentiment d'incompréhension ici sur la Côte d'Azur. Les chiffres de l'épidémie montrent une baisse constante depuis maintenant 15 jours ici dans le département. Des chiffres qui sont tout de même toujours très hauts, 2 fois plus que la moyenne nationale. Et le confinement est donc de vigueur une 3e fois ici le week-end dans le département des Alpes-Maritimes. Des Niçois qui commencent à trouver le temps long. Ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi sont-ils encore confinés? Pourquoi les autres ne sont pas confinés, notamment les Parisiens? Et justement, je vous propose d'écouter quelques réactions de Niçois au micro d'Audrey Lally. Le Nord est confiné, nous sommes confinés et pas l'Île-de-France parce que apparemment c'est trop compliqué techniquement. Donc non, c'est complètement inadmissible et c'est incompréhensible pour les gens qui habitent ici, pour les gens qui habitent dans le Nord, je pense. Je vois ce qui se passe dans certains départements comme la Seine-Saint-Denis par exemple, où il y a une population assez... Et là, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas confinés, quoi. Enfin, franchement, normalement, ils devraient l'être. On trouve qu'on est quand même assez punis, enfin que c'est assez invraisemblable. Pourquoi les Hauts-de-France ne sont pas confinés et le Pas-de-Calais l'est. Je comprends tout à fait les mesures, mais ça devient effroyable. La bonne nouvelle de ce nouveau week-end de confinement, c'est l'ouverture de la promenade des Anglais. Tout d'abord le trottoir, mais également la route qui se situe juste à côté, exclusivement réservée aux piétons et aux cyclistes. Et donc les Niçois profitent de ce soleil de la Côte d'Azur pour se balader dans la limite d'1 heure maximum et dans un rayon bien entendu de 5 km autour de leur domicile. Des Niçois qui ont besoin de prendre l'air, de souffler après une semaine de travail sous couvre-feu. Une promenade des Anglais qui est plutôt fournie depuis ce matin ici sur la Côte d'Azur, mais on est très loin d'une affluence habituelle de week-end. Souvenez-vous, réouverture des bars et des restaurants. L'Italie nous a fait rêver un temps, mais tout cela est bel et bien fini. Avec plus de 100 000 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie et surtout une augmentation cette semaine de 15% des contaminations. C'est un nouveau tour de vis qui s'engage dès lundi dans les régions les plus peuplées. Suite à l'annonce du gouvernement hier, les écoles, bars et restaurants seront notamment fermés. Jordan Ray. À peine plus d'1 an après le premier confinement, pour faire face à la 3e vague de contamination, la majeure partie de l'Italie va se reconfiner dès lundi. Le Premier ministre italien Mario Draghi explique cette décision. La semaine dernière, 150 000 nouvelles infections ont été enregistrées, contre 130 000 la semaine précédente, soit une augmentation de près de 15%. Au cours de ces 2 semaines, le nombre de patients en réanimation a augmenté de plus de 650. Ces données indiquent qu'il faut faire preuve d'une extrême prudence afin de limiter le nombre de décès et éviter la saturation des établissements de santé. À partir de lundi, la moitié du pays sera soumis aux restrictions les plus sévères. 10 régions italiennes enregistrent un nombre supérieur à 250 nouveaux cas par semaine. Elles passeront automatiquement en zone rouge, le niveau le plus élevé, entraînant la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, ainsi que les bars et restaurants, sauf pour la vente à emporter. Les déplacements y seront limités aux impératifs de travail et de santé et à l'achat de produits de première nécessité. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec 7 jours BFM présenté par Ronald Guintrange. Il reviendra notamment sur les déplacements de Jean Castex ce samedi. Cet après-midi en Seine-Saint-Denis, il était à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois. Il reviendra aussi bien sûr sur ses premières évacuations de patients Covid depuis l'Île-de-France jusque
jusqu'à des hôpitaux de l'ouest du pays, Nantes, Angers ou Le Mans. Très bonne fin de journée à tous, on se retrouve nous demain.